l'AFD, aujourd'hui vous avez peut-être accès, je ne sais pas, à l'Europe, à l'AFD. Oui. Oui, effectivement, il y a eu des changements. En fait, alors, je dois dire, faire un petit point d'histoire, Culture et Développement était très lié au ministère, enfin, était opérateur du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Culture. Donc c'était un des opérateurs du programme. Et donc l'État jouait un rôle important dans le financement de la structure. Et ça s'est arrêté dans les années 2010 avec le changement, le bascule vers les transferts vers la Commission européenne. Et du coup, il a fallu trouver et là, les collectivités locales ont permis de stabiliser la situation, permis à la structure de chercher un nouveau modèle de financement de son action. Et actuellement, il y a une plus grande diversification. Et même, ah oui, il y a un point qui est important, qui est très très difficile, qu'on arrive à atteindre certains cas, c'est que même les collectivités africaines partenaires financent. Ça, c'était un principe qu'on avait depuis très longtemps, de rechercher l'appropriation à travers l'implication financière. Et donc, il y a tout un travail à faire pour qu'il y ait cette implication-là. Donc, oui, il y a une diversification des sources de financement. On n'a pas encore beaucoup réussi avec les entreprises, mais avec les collectivités partenaires du Sud, des fois, on y arrive. Alors ça, c'est encore un facteur nouveau. Les collectivités du Sud qui vous financent, je reviens vers la Savoie, c'est-à-dire que, est-ce que vous sentez aussi, chez Mignona par exemple, des acteurs qui ont plus confiance en eux, qui sont moins peut-être demandeurs, plus professionnels aussi dans le rapport partenarial avec leurs partenaires savoyards? Oui, ça permet de faire émerger des professionnels, alors évidemment, pas de convention collective, pas de statut, tout ça, mais des vrais professionnels avec des vraies compétences. Par exemple, on a un plan forestier de développement où il y a une émergence et soutenue par le conseil départemental qui finance son forestier, ce qu'il n'aurait jamais fait avant. Il ne voyait même pas l'utilité. Et ça nous a permis d'aller chercher des crédits auprès de l'AFD sur le développement du plan forêt dans le cadre des ODD, justement. Donc on voit bien qu'on a en même temps une capacité nouvelle à tricoter des choses différentes. Mais c'est costaud. Et par contre, dans le groupe, c'est ce qui est ressorti, c'est pas l'épuisement, mais la difficulté vraiment de chercher ces financements sans visibilité. Le plus lourd, peut-être, c'est pas tant qu'il y ait moins de crédits. Globalement, je pense qu'en réfléchissant, il y en a pratiquement autant. Mais l'absence de lisibilité, autrefois, on avait une visibilité à 3 ans, 4 ans, 5 ans. Petit à petit, c'est... Proposez-nous des actions, on vous les paye pour un an, on les évalue, puis on verra bien après. Nous, on ne sait pas faire dans le développement territorial. Pour nous, c'est une vraie difficulté. Mais on arrive, par contre, à susciter d'autres partenaires. Je partage tout à fait l'analyse des partenaires différents de terrain. Par exemple, l'entrepreneur du monde qui va aider des petites entreprises du Sénégal à avoir de vraies microfinances et puis peut-être des vraies finances. En tout cas, vos deux témoignages ne sont pas dans le registre c'était mieux avant. C'est différent, et il y a plutôt des facteurs d'espoir. Pour peut-être commencer à presque mettre un pied dans la troisième partie de l'atelier, Francisco, si toi, justement, sur cette trajectoire, tu devais voir des choses qui, selon toi, vont évoluer l'activité de culture et développement, à moins que tu n'y aies jamais réfléchi. Mais dans cette évolution-là, est-ce qu'il y a quelque chose que tu te dis, oh là là, ça, on va devoir l'affronter, ou on va devoir le traiter? Bon, moi, il y a deux éléments que je vois, là-bas et ici. Et bien, bon. Un, c'est, je constate, parce que comme les partenaires deviennent de vrais partenaires, des fois, on peut partager des savoir-faire, des méthodes. Et donc, j'ai l'impression que la dimension formation, partage d'expérience, prendra plus d'importance dans ce que nous faisons. Et le deuxième point, c'est la question des financements, et non, plutôt la question du retour sur l'effet retour sur territoire. Moi, je trouve que on l'avait fait dans les années 90 et on l'a abandonné. Il faudra, culture et développement doit s'améliorer dans la prise en compte des partenaires des deux territoires et aussi faciliter l'interconnaissance
des cultures en présence. Les populations, par exemple, des hauts bassins ou du 3e arrondissement de Ouaga ne connaissent pas bien les populations grenobloises. Ils voient la mairie de Grenoble, ils voient culture et développement, mais ils ne voient pas les habitants. Et là, la vraie coopération devra arriver là, et ça, c'est une perspective dans laquelle on va travailler, où on a amélioré notre action. Super. Et Mireille, la même question, ça sera même le mot de la fin des deux écrans de témoignages. Les évolutions espérées, on va dire alors. Ah, peut-être, oui. Espérées. Oui, si vous êtes une... Ça revient à sa fin. C'est-à-dire cette capacité de s'engager avec une certaine visibilité, une certaine sécurité financière. Parce que quand on mobilise des équipes et des bénévoles sur des projets importants, et puis des partenaires et des montages qu'on peut faire, si on est trop fragile, si on est remis en cause, non pas qu'on ne veuille pas rendre des comptes et justifier l'argent engagé, bien évidemment, mais on sait le temps qu'il faut pour arriver à faire bouger les choses. En France comme là-bas, hein, je veux dire que quand on voit les durées de certains grands dossiers chez nous, dire qu'il faut du temps aussi. Donc ce temps-là, qui est-ce qui va le financer? Ce temps nécessaire à la maturation des projets, à la mise en œuvre. Aujourd'hui, on est un peu sommé, alors je suis peut-être un peu caricatural parce que ça m'agace, mais on est un peu sommé de faire tout de suite, quoi. Et on sait que, ben oui, d'accord, on a un projet, par exemple, on est en train de travailler avec l'INES et Électricité sans frontières sur l'accès à l'énergie renouvelable à Bignona et on espère un jour en Haïti. Eh bien, on sait qu'on aura une phase d'exploration préalable avant de planter le premier lampadaire solaire ou avant de... Enfin, c'est un qui sait. Voilà, mais ce temps-là, c'est comme si il était naturel, on ne sait pas qui va le financer. Par contre, dès qu'on va acheter des lampadaires, dès qu'on va les planter, on aura des sous. C'est un message aussi aux financeurs qui sont là. Mais c'est peut-être qu'une analyse. Non, c'est très bien. On vous remercie tous les deux, en tout cas, pour avoir... Dans les dernières minutes, la fumée blanche est apparue. Plutôt le paperboard. Dans la même lignée, vous avez noté le terme de réciprocité et d'un renforcement mutuel des compétences et une implication locale qui est plus prégnante. Et enfin, alors là je l'ai mis ici, donc c'est un parti pris de la synthèse, les objectifs du développement durable. Donc moi je l'ai appréhendé comme une nouvelle conception de la coopération dans la mesure où ça touche le monde entier, hein, c'est pas uniquement le sud, uniquement le nord entre guillemets. Donc j'ai pris le parti de le mettre dans conception de la coopération, mais c'était pas là que vous l'aviez indiqué, vous l'avez mis dans autre. Voilà, en toute transparence. Deuxième changement de contexte, des thématiques qui émergent, qui ont été repérées donc, par 3 groupes. Changements qui n'ont pas été indiqués positifs ou négatifs, alors que dans le premier cas, excusez-moi, les changements étaient indiqués comme étant positifs sur la conception de la coopération. Donc les nouvelles thématiques, sans surprise, la multiplication des crises écologiques, donc les questions écologiques et climatiques, et de façon très liée, les questions migratoires. Un groupe a aussi indiqué les questions de genre. Troisième changement de contexte, les finances, qui ont été indiquées uniquement par 2 groupes. Alors là, moi, c'était la surprise du dépouillage. Seulement 2 groupes, des difficultés pour les ONG d'accéder au financement, des exigences administratives, donc certainement de la part des bailleurs, qui sont trop élevées, un manque d'accompagnement, alors ça je trouve que c'est particulièrement important pour nous, les ACOP, de l'indiquer, un manque d'accompagnement pour les petits projets. Alors bon, là j'ai juste mis décalage, il faudrait que le groupe s'explique, dans le sens où il y avait un décalage entre les sommes nationales et ce qui allait réellement sur le terrain. C'était à peu près ce qui était indiqué, mais je n'ai pas tout à fait saisi, donc je laisse à celui... Voilà. Si quelqu'un veut y revenir tout à l'heure, qu'il n'hésite pas. Alors des bailleurs qui sont peu fiables, qui ne tiendraient pas leur engagement. C'est pour ça que c'est bien sur moi qui fasse la synthèse. Et pas les groupes. Et une diversité des modalités de financement. Donc là c'est aussi mon interprétation. J'ai eu l'impression que ça voulait dire que finalement il y avait des dispositifs de demande de financement qui étaient assez diversifiés et que du coup pour les porteurs de projets c'était assez compliqué de pouvoir faire des demandes. Donc je dirais si c'est bien ça que vous avez voulu dire. 2 autres, excusez-moi, points importants, c'est changement de contexte.
contextes financiers sont jugés négatifs par les groupes, par les deux groupes qui ont indiqué ces changements de contexte. Autre élément qui a été cité par un groupe, c'est les dispositifs de communication jugés positifs avec l'accès à Internet, l'accès, on va dire, à l'information de manière générale qui est un facteur positif. Et enfin, l'enjeu sécuritaire qui est cité par deux groupes, donc avec des pays où on ne peut plus vraiment faire de la coopération internationale. D'une part parce que du fait des zones orange et rouge, jaune, et d'une difficulté d'accéder au visa. Voilà, et donc ça a été indiqué par deux groupes. Il n'y avait pas de négatif ou de positif, mais a priori c'est plutôt un changement contextuel négatif. Vous avez dit que c'était la reine de la synthèse. C'était bien? Ah ouais. Et donc, de travailler sur ça, là, sur les minutes à venir, et c'est aussi ces éléments qu'on essaiera de restituer plus tard sur le temps de la plénière. Voilà. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez besoin de plus d'explications? Ou est-ce que ça vous paraît hyper clair? Bien. Merci Francis. Je préfère que quelqu'un le dise. En fait, c'est vous allez choisir. Une thématique qui a été mise en évidence. Une ou deux. Soit quelque chose qui a été mis en avant dans le premier temps de travail, parce que vous imaginez que ça va continuer à évoluer. Vous vous dites, typiquement, je sais pas, je fais vraiment ça, climat et migration, on n'en est qu'au début. Ça va être un sujet de plus en plus fort, donc il va falloir qu'on l'appréhende. Vous choisissez ce thème et puis vous le travaillez dans le groupe, en disant en quoi vos structures vont devoir s'y adapter. Ça peut être un autre sujet, et ça peut être quelque chose qui n'apparaît pas là. Vous vous dites que ça c'était avant, c'est ce qui nous a impacté jusque-là, qui a évolué jusque-là, mais il y a d'autres choses qui devraient arriver et qui vont contribuer. Après, je peux vous donner deux exemples. Un qui est de dire, on fait de la coopération internationale. La coopération internationale, ça veut dire des déplacements. A priori, la raréfaction des ressources de pétrole vont faire qu'il sera peut-être de plus en plus difficile de prendre l'avion, donc faire de plus en plus cher. Comment on fera la coopération internationale demain? Comment on l'envisage? Bon, vous n'êtes pas obligé de reprendre ce sujet-là, c'est pour vous donner un exemple. Un autre, ça pourrait être de dire, on a l'impression d'être dans un contexte où il y a une forme de repli sur soi, peut-être qu'il était moins fort avant, mais je trouve que c'est très subjectif, peut-être qu'il était pareil avant, mais on a tendance juste à se redire, oh là là, la montée de l'extrême. Est-ce que vous vous dites que ça peut être un risque pour légitimer la coopération et la solidarité internationale demain, et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour le faire? Par exemple, typiquement, mon ONG ou ma collectivité qui faisait davantage du projet à l'extérieur va se mettre à beaucoup travailler dans les écoles pour sensibiliser via l'EAD les jeunes, parce que c'est eux qui demain porteront fortement cette idée de citoyenneté internationale. Je vais donner deux exemples qui n'étaient pas forcément ceux à poursuivre, mais qui peut donner un petit peu l'état d'esprit de ce que pourrait être cette troisième partie de la vie. Parce que c'est bon, Francis. L'évolution de la discussion de votre tour de table pour en arriver là, allons à l'essentiel. On commence par où? Allez. On a pris changement de contexte, conflit, changement de contexte, on a pris conflit, internet, climat, donc c'est comment faire de la coopération si on ne peut plus aller sur le terrain. Donc là en fait on a plutôt pensé à quelques solutions, mais on a posé aussi quelques questionnements, enfin, c'est entre les deux, solutions, questions, on ne sait pas trop. Donc on a les réseaux sociaux, donc il y a internet, les vidéoconférences, WhatsApp. Ce qui soulève aussi une question au niveau communication. Est-ce qu'on arrive à bien se faire comprendre entre les deux acteurs, si on arrive plus à se déplacer? Voilà. C'était aussi par rapport à une situation politique. Comment est-ce qu'on peut comprendre une situation politique via une communication entre deux personnes via Internet, via les réseaux sociaux? Ensuite, on a pensé à un renforcement des acteurs locaux. Donc là, on a pensé aux acteurs même ONG, associations, mais aussi aux réseaux universitaires qui pourraient, on a pensé aux sciences sociales et humaines, qui pourraient nous aider à comprendre le fonctionnement d'une situation dans un pays donné. Voilà. La création d'un réseau local comme ResaCoop, mais ResaCoop local, voilà, ailleurs.
pour que les acteurs puissent s'entraider, du plus gros au plus petit. Et ensuite, appui et valorisation de la coopération sud-sud, et plutôt entre pays alentours en fonction du pays cible. Voilà. Donc après, les problèmes à soulever, c'était la communication, aussi la question du réseau de confiance. Est-ce que la personne en face, le partenaire local, c'est une association par exemple structurée, etc. Et aussi, non, c'est déjà pas mal. Merci. Donc voilà, dans le cas où en tout cas on a plus de difficultés à se déplacer, à avoir une vraie rencontre humaine, à une présence terrain, quelles pourraient être toutes les conséquences et les outils à déployer. Merci, c'était très instructif. À vous. Du coup, nous, pareil, on a pris ce changement de contexte de la coopération internationale. Et en fait, on a vu que du coup, le point de base, c'était qu'il y avait une sorte de standardisation qui se fait dans les moyens de financement, les projets qu'on finance. Et du coup, on a vu qu'il y a quand même deux choses qui en sortent de là. C'est qu'il y a des réseaux plus importants qui se forment à partir de là, avec un renforcement mutuel des capacités, et qui passe par la formation et l'action des partenaires, la formation et l'action des partenaires sur place, et le cofinancement, et du coup, un peu en réponse à cette question de la standardisation des projets qu'ils ont financés, on voit qu'avec la cofinancement, il y a à nouveau une forme d'indépendance qui se crée dans les projets qui sont mis en place. Après, on a vu que c'est aussi beaucoup de projets d'accompagnement puis d'autonomisation. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les partenaires qui sont là, les aider à développer, puis une fois qu'ils sont développés, un peu lâcher le bébé, qu'ils puissent continuer son action individuellement sans qu'il y ait le partenaire qui soit toujours présent. Et on voit aussi qu'il y a cette difficulté financière qui aide à cette autonomisation des partenaires. Et que du coup, en fait, comme il y a plus d'acteurs, plus de partenaires qui font partie d'une seule action, du coup, ça fait que il y a beaucoup plus d'autonomie de la part des différents acteurs et des projets qui se créent un peu plus consensuellement. Et du coup, ça peut porter ou pas problème, mais en tout cas, qui se créent avec la concertation de plusieurs acteurs. En tout cas, une des tendances, c'est quand même cette standardisation des projets par ce contexte-là et de voir comment s'en prémunir aussi avec des acteurs un peu plus forts, un peu plus autonomes. Si j'arrive à lire. L'idée, c'est que en fait, la standardisation nous amène à avoir des projets un peu types. Et en fait, comme beaucoup de bailleurs sollicitent aussi, parce que c'est très ambivalent comme idée. L'idée, c'est qu'on a des bailleurs qui imposent des schémas où on est quelque part obligé de faire un projet standard, mais que le fait que certains bailleurs demandent aussi des cofinancements, ça apporte quand même la possibilité d'avoir sa propre créativité sur les projets et d'avoir une sorte de liberté sur certains projets. C'est aussi de dire, voilà, c'est aussi de dire que en fait, on a la possibilité de s'approprier les projets indépendamment des bailleurs. Ok. Troisième groupe. Ah. C'est vous. Bon. Oui, on vient de le dire. Bon. On est parti d'une reconnaissance, je crois, qui a été acquise. On est plutôt dans le co-développement. Que ceci nous a conduit à imaginer qu'une solution à creuser était probablement la notion de consortium, où celui qui prétend animer doit posséder d'autres compétences, y compris la capacité à être décideur, voire peut-être même le référent en matière de financement, pour éviter la dilution des responsabilités. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose que j'ai retenue pour ma part de nos échanges, c'est que c'est pas d'ailleurs concurrent, c'est une autre manière d'approcher les choses. Dans ce monde, là c'est moi qui le dis, dit de globalisation croissante, il est important aussi de savoir, à condition de respecter la qualité de maître d'ouvrage de l'interlocuteur,
il est important de privilégier aussi des micro-projets, enfin quand je dis micro, des projets locaux plutôt, qui soient véritablement responsabilisants et responsabilisés par les parties prenantes locales. Ce qui aurait pour avantage peut-être, et je termine, d'éviter que de multiples organisations européennes, françaises ou régionales coûtent un fric fou pour faire des choses inutiles. J'ajoute seulement que le terme de micro est à retirer, c'est projets locaux. J'ai dit micro-projet. Oui, d'ailleurs, c'est localisation des projets. C'est localisation des projets et non vision de projet prise extérieure. Je pense qu'on a à peu près tous compris l'idée, la logique dans laquelle lutter contre effectivement les grands projets inutiles ou ces énormes machines à gaz qui ne produisent pas grand-chose pour aller vers du projet à taille humaine. Projet à l'échelle de décision locale. Que le local pourrait être le pays. Oui. Okay. Et la première idée, c'était plus cette logique de consortium vers laquelle on s'avance, mais avec derrière une posture de gouvernance à appréhender. Quatrième groupe. Alors nous, ça reprend un peu les idées développées dans les 3 groupes précédents. On a commencé globalement ça se recoupe beaucoup. On a commencé à discuter sur l'impact écologique des déplacements, réfléchir à comment on pouvait réduire les déplacements en avion, si parce que c'était une question écologique ou parce qu'un jour il n'y aurait plus de kérosène et on ne pourrait plus voyager en avion. On s'est dit que de toute façon il y avait des zones grises, des zones blanches et que Internet n'était pas tout à fait fiable. Il y avait des problèmes d'infrastructure dans les pays, que les trains n'étaient pas toujours tout à fait développés et que si on met en place une équipe locale, ça ne supprime pas non plus le besoin de contact et de déplacement et que la poste, c'est pas non plus toujours très très fiable. La quoi? La poste. La poste. Du coup, on a quand même constaté qu'il y avait des évolutions positives dans les pays, que par exemple, il y avait des lignes ferroviaires qui se développaient en Éthiopie, mais que, et là on a bifurqué sur le modèle de développement occidental, qui avait pu faire ses preuves ou pas par le passé, était plus du tout adapté dans tous les cas aux problématiques climatiques du Nord comme du Sud, et que même si la prise de conscience avait été plus ou moins opérée en Occident, on n'avait pas encore développé des techniques suffisamment fortes et bonnes pour retourner sauver le Sud en leur expliquant comment on avait tout inventé très 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 bien. Du coup, l'idée c'était de reconsidérer les savoirs locaux qui avaient su s'adapter aux conditions climatiques déjà parfois très rudes sur place. Et que par exemple, ça s'était déjà opéré, on s'était déjà inspiré par exemple des porte-bébés, que les porte-bébés occidentaux avaient été notamment développés en observant les femmes africaines qui portaient leurs enfants et les récoltes en plus. Donc qu'on avait à apprendre les techniques du Sud, que ça permettrait de revaloriser et de redonner aussi confiance dans les pays du Sud, qu'il y avait des infrastructures locales qui avaient fait leurs preuves et que l'urgence climatique faisait de tous les cas émerger toutes ces problématiques qui venaient contrer la théorie de l'ensauvagement du monde qui avait été développée notamment pendant la colonisation occidentale. Pour conclure, on a dit que le monde humanitaire était pas peu préparé à faire face au changement climatique qui allait avoir lieu, et que du coup il fallait rendre plus efficaces les interventions sur le terrain, remettre en cause les systèmes de partenariat et créer une plus grande synergie, une plus grande transversalité et aussi appuyer sur les secteurs, sur l'intersectorialité pour créer une plus grande mutualisation et une plus grande implication qui permettra entre autres de développer de limiter les déplacements si sur place les infrastructures sont plus stables. Ouais, pas une idée, hein. Oui. Il y en a pas mal, hein. Mais il y a plein de choses vraiment effectivement intéressantes sur lesquelles il pourrait y avoir des développements. Merci. Et dernier groupe alors? Alors nous on a noté 2 évolutions. La première ce serait que la coopération internationale c'est plus seulement réaliser un seul projet de développement, mais c'est le développement c'est une vision à long terme, c'est un processus. Et ça a un impact sur les pratiques. Il faut que les bailleurs et les collectivités
comprennent que faire de la coopération, ça implique des échanges mutuels, et donc des échanges sur le long terme, créer des relations, créer de la confiance. Ce n'est pas seulement la réponse à un intérêt, par exemple financier pour un bailleur. Et notamment, on a pensé, celui qui a proposé un changement dans la pratique, ce serait la coopération décentralisée au carré. Si vous pouvez expliquer, parce que... Oui, la coopération au carré, c'est un triangle. Il y a ici et là-bas, en bas, et en haut, c'est l'association de migrants. Et le migrant qui vit ici et qui connaît son pays est là pour coordonner les choses, les relations entre les deux partenaires, et que cette association connaît la vie d'ici et la vie de là-bas. Donc il y a une sorte de médiation, entre les deux. C'est ce que nous avons essayé dans le cadre de l'immigration ici à Lyon, avec le collectif Ronap, de développer ce concept de ce CD au carré, nous appelons ça CD au carré. Voilà. Donc c'est ce concept-là, vraiment on a essayé de faire comprendre aux partenaires d'ici lors d'une réunion à la préfecture, avec tous les partenaires aussi, que cette démarche, on fasse confiance, les deux fassent confiance aux ressources de la diaspora. Voilà. Merci. Et la deuxième évolution, c'était quant aux nouvelles technologies, on en a déjà parlé, mais nous on a plutôt vu que les nouvelles technologies, elles rendaient les échanges plus rapides et plus réguliers, qui facilitaient la coopération internationale, mais qui pouvaient aussi créer, par exemple, une différence, un écart entre les plus jeunes et les plus âgés au niveau de l'usage des technologies. Il y a certains qui savent plus les utiliser, d'autres qui savent mieux les utiliser. Et l'impact des nouvelles technologies sur le contexte d'intervention, ce serait qu'il faudra résoudre rapidement les problèmes d'inégalité d'équipement entre le nord et le sud, puisqu'il y a des zones au sud qui ne sont pas équipées, ou alors qui connaissent des problèmes dans l'entretien du matériel. Et un autre aspect positif de ça, ce serait qu'on va pouvoir accéder davantage à des zones grises, des zones grises, zones rouges, pardon, ou orange. Grâce à la matière grise. Grâce à la matière grise. Et certes, ça ne résoudra pas le problème de l'insécurité, mais au moins on pourra mener des actions de coopération dans des zones où il n'y a rien pour l'instant. Pas grand-chose. Bon, bah, merci pour tous ces éléments. Alors, si je devais faire un mini résumé de ce que vous avez dit, vous avez beaucoup été amené à vous projeter sur quelles pourraient être les données à appréhender. Vous avez moins fait de propositions sur comment les affronter ou comment changer nos positionnements. Mais c'est pas grave, en 25 minutes, on va révolutionner la coopération internationale. Par contre, ça veut dire aussi qu'on est conscient de ces contextes qui évoluent tout le temps et que notre première nécessité dans ce monde qui bouge, c'est d'être des acteurs qui bougent. Et que notre questionnement à nous repositionner, à réfléchir nos pratiques, à réfléchir à notre manière d'être aussi partenaire, elle doit être tout le temps présente. Et puis on a besoin aussi de ces temps de respiration que nous offre Resacope. Donc peut-être qu'une évolution future, c'est que Resacope continue d'exister. Et qu'on en ait encore besoin dans 25 ans. Et donc on vous invite à la réunion bilan, si mes calculs sont bons, en 2044. Voilà, donc rendez-vous 2044 à l'avenir. Peut-être pas dans ce bâtiment, je ne sais pas. Pour pouvoir en faire un bilan. Avant de donner la parole à Julien pour conclure et nous dire comment les choses vont suivre, en tant que co-animateur, parce qu'on en a discuté, on voulait vous remercier parce qu'on a tenu le timing à la minute. Bravo à toi. C'est suffisamment rare pour remarquer et que je trouve qu'on a été très productif. Et moi, pour ma part, j'ai plutôt hâte d'avoir
les documents et les notes qui ont été prises sous format papier, peut-être même pour me les afficher dans mon bureau. Parce que, mine de rien, avoir conscience de ces évolutions et se dire qu'est-ce qui pourrait arriver et comment on l'appréhende, c'est quelque chose qu'on devrait se relire. Peut-être que c'est pas le bureau la meilleure place, peut-être les toilettes. C'est souvent le moment où on réfléchit, parfois le jeu, ça dépend. Oui, on va pas dans les détails. Non, on va pas détailler. Toilette sèche, tu veux dire. Une question simplement. Comment s'appelle celui qui a passé la parole à Julien, ou qui va le faire? Comment tu... Ah, J'aime bien, moi, savoir. ah, quel est mon nom? Oui. Je m'appelle Eric. Eric Recoura, je m'étais présenté au début, je suis directeur d'action internationale de la ville de Grenoble et président de l'association ARICOD. A2RICOD. Julien? Merci Eric. Déjà pour démarrer. Merci à Eric, merci à Florine qui ont, je trouve, très bien animé cet atelier. Certes, vous étiez un public particulièrement coopératif, discipliné, bienveillant. Donc voilà, merci à tous déjà d'avoir bien joué le jeu et puis de vos contributions. Alors juste un point justement sur les contributions. Donc elles sont riches. Elles ont été produites dans le timing qu'on sait, donc qui était très rapide. Mais évidemment, tout ça, ça ne s'arrête pas là. Et avant 2044, on va aussi retravailler un petit peu tout ce que vous avez produit aujourd'hui, hein, puisqu'il y a pas mal de traces de vos écrits. On a les post-it, on a les éléments de synthèse, etc. Que dans pas très longtemps, dans ce même groupe et dans les autres aussi, un rapporteur va pouvoir également témoigner de la richesse de vos travaux en assemblée plénière tout à l'heure dans la salle que décidément je n'arrive pas à nommer. L'hémicycle. L'hémicycle, voilà, l'hémicycle régional un petit peu plus loin. Donc vous êtes évidemment tous invités à participer à ce temps d'échange qui sera un petit peu une table ronde, plus format classique, table ronde hein, sur les évolutions de la coopération internationale avec des intervenants français et d'ailleurs. Donc ce sera très riche, je vous invite à y aller, avec la contribution aussi des rapporteurs qui viendront faire un point sur les travaux des ateliers. Nous aussi, après ce temps-là, on va aussi reprendre plus en détail, hein, comme je le disais tout à l'heure, tous ces éléments. C'est important pour nous parce que 25 ans, c'est aussi le moment où évidemment on peut se dire ah bah super, on existe encore, c'est bien. Mais c'est aussi un moment où on peut se dire bah voilà, qu'est-ce qu'on va faire par la suite et notre travail, c'est d'être à l'écoute de ce que vous faites, à l'écoute des grands changements et que tout ça, on ne le fait pas tout seul, on le fait avec vous. Donc c'est vraiment des éléments importants qui alimentent notre réflexion, qui alimentent la manière dont on réfléchit nos plans d'action et notre stratégie. Donc on va continuer à réfléchir sur ces éléments-là en complémentarité avec ce qui est ressorti des autres ateliers. Donc voilà, ce qui est fait aujourd'hui, c'est rapide, mais c'est déjà riche et on va s'en servir. Je profite également pour remercier l'équipe des étudiants de l'IEP de Lyon. Merci. Voilà. Qui, dans chaque groupe, parce que ce travail va aussi être fait notamment grâce à eux, qui dans chaque groupe ont pris des notes un petit peu de vos échanges. Donc voilà, c'est aussi important pour nous de pouvoir faire ce lien avec les nouvelles générations, et pas que pour les exploiter, mais aussi pour réfléchir avec elles, pour le former. Donc voilà, merci beaucoup à vous. Donc là maintenant, vous pouvez poursuivre une activité normale, j'ai envie de dire. Donc ceci passant par un peu plus d'air frais, parce que là il commence à faire vraiment chaud, donc vous pouvez... alors pour ceux qui restent, le temps d'après va démarrer à 17h30 à peu près, donc vous avez un peu de temps pour aller déplier les jambes, respirer. Il reste des boissons chaudes et froides ici, donc n'hésitez pas à vous resservir. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire ? Donc pour ceux qui ne restent pas, vous êtes évidemment libre de faire ce que vous voulez à partir de maintenant. En tout cas, merci beaucoup à tous. On se donne rendez-vous dans 25 ans, mais peut-être avant. Et puis donc encore merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à la mise en place de cette journée. Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié, Florine ? Merci Julie. Oui. Merci beaucoup à tous.